sa xam nga kii Pathé John ki moom sunu assurance. Non, xamuma. Il a quand même accompli énormément de choses pour le peuple africain. Et donc, c'est quelque chose qui marquera les mémoires. Et c'est sûr qu'en tant qu'enfant, quand on voit son parent faire ça, on ne peut en avoir que de l'admiration. Vous savez, mon père, il est très introverti. Il montre pas sa joie à tout le monde. Mais la dernière fois que je l'ai vu heureux, je pense qu'il venait d'acheter une banque ou un truc comme ça. Et il en parlait avec tellement d'engouement. Là, je l'ai vu même esquisser un sourire. C'est un homme qui a toujours voulu travailler. Et on ne travaille pas en se mettant devant de la scène, sauf si on est un artiste. C'est une personne qui se consacre et qui se sacrifie essentiellement pour son travail. C'est un passionné. C'est quelqu'un de très discret. Je ne sais pas si vous l'avez déjà rencontré à titre personnel, mais il pourrait passer dans la rue que vous ne sauriez pas que c'est lui. Mon papa est quelqu'un d'extrêmement rigoureux, qui des fois s'apparente avec la sévérité, mais c'est toujours dans un bon esprit pour pouvoir faire progresser. Quand il a quelque chose en tête, va prendre toutes les mesures nécessaires et va se battre jusqu'au bout pour que ça se réalise. Lui, il est introverti, il ne montre pas sa joie, il ne montre pas ses sentiments. Pat, c'est un homme, il y a des principes, il faut se plier à ça. Un point, c'est tout. Et moi, puisque j'étais formatée enfant de militaire, on se comprenait parfaitement. Je sais que c'est ça, c'est ça. Bon, il y a des ordres, on peut les discuter un peu, mais ça ne va pas trop loin. Pour moi, c'est une personne de très humaine, une personne très attachante et une personne auprès de laquelle on apprend chaque jour. Pathé a son caractère, comme chacun a le sien. Il a, à mes yeux, un très gros avantage, c'est qu'il est direct. C'est-à-dire que quand ça lui plaît pas ou quand il n'est pas d'accord, il le dit. Et je trouve que c'est un très gros avantage, notamment pour les personnes qui le reçoivent, parce qu'au moins on sait où on va. Mais je dirais que le gros avantage que je lui ai toujours trouvé, c'est que malgré, quand on a des opinions différentes, on en discute, parfois ça peut laisser des rancœurs. Jamais avec lui, ça ne s'est passé comme ça. Jamais. C'est-à-dire que l'amitié a toujours prévalu. On n'était pas d'accord. Bon, on n'était pas d'accord. J'avais mon opinion, il avait la sienne. Une décision a été prise, on l'a appliquée. Mais ça n'a jamais mis en cause l'amitié. Et ça, c'est primordial. C'est vrai, il ne parle pas beaucoup. C'est quelqu'un qui n'aime pas le bruit. C'est quelqu'un qui aime la quantité. Et c'est quelqu'un qui ne parle pas deux fois. Et tu ne le répètes pas deux fois. Si tu le répètes deux fois, vous n'entendez pas. Il te dit 8 heures, c'est 8 heures. Il te dit 9 heures, c'est 9 heures. Et il n'aime pas les deux autres. C'est quelqu'un qui n'oublie pas. C'est quelqu'un qui n'oublie pas. Et c'est quelqu'un, s'il dépose même des dossiers, et quelqu'un met sa main devant, ça va quelqu'un met sa main, c'est pas comment faire. Nous avions un patron commun qui m'avait envoyé faire un audit dans une exploitation qui était en l'occurrence l'exploitation du Cameroun. Et j'étais donc allé faire l'audit de l'exploitation du Cameroun. Et donc, quand on faisait un audit comme ça, on rentrait et on faisait un rapport et on soumettait. Mais la politesse et même l'organisation voulaient que on aille voir le responsable de la zone pour lui dire, ben voilà ce qu'on a constaté, voilà ce que je vais écrire, voilà ce que, etc. Et donc, je vais et je fais part de mes premiers commentaires à Pat. On se connaissait à peine. On n'avait encore jamais collaboré ensemble. Et je lui fais part de mes commentaires et de ce que j'ai constaté et surtout de ce qui n'allait pas. Et la première chose qu'il me dit, c'est « Tu dis ça parce que tu es raciste ». Et ça, c'était terrible.
Mais ça, c'est Pat. C'était bord de Marne, ça. Bord de Marne. Ouais, ça c'est style. Il y a qui? Il y a Tante Élise. C'est Tante Élise? C'est Jess? Non, Mais c'est Jessica. Ah, c'est Jess. Jessica, ouais. Avec Marie-Reine et Tante Élise. Carrément. Au bord de Marne. Ah non, c'est Antaïne. C'est pour ça qu'elle dit qu'elle avait un bon freestyle. Je pense que c'est sa mère qui est à l'intérieur. hein. C'est qui? C'est Tante Élise. Ouais, elle est, sa mère, C'est c'est moi, dans le je ventre. suis à l'intérieur. Mais c'est à Tante Élise, l'intérieur. on est d'accord? Oui. Ah ouais, non? J'avais cru mal voir. Oh, beau gosse. Waouh. Mais heureusement, hein, le bras a caché quelque chose là. Bah oui. Moi, je suis à l'aise. Le chouchou boy. C'est pour ça qu'on nous la montre. Ouais. Ah, ça, c'est moi, ça. Ça, c'est gros Karim. Ça avait déjà Très été content fait d'être une- sur la photo. Ah, c'est mamie. C'est mamie? Enfin, la... Oui, c'est La maman de papa. Oui, c'est grand-mère. Oui, il fait. Au mariage. Leur mariage. Ah, ça fait... ouais. Kazim avec les parents. Ça, c'est toi. On connaît des époques. Hein. Ça, c'est toi. Papy. Enterré. Une sacrée paire de lunettes. Hein. Oui, c'est de loupe. Qui est papa ou maman? Ah ouais, papa. C'est de loupe. Je suis la fille de Monsieur Dion et la fille de Marie-Reine Mayaki. Et professionnellement, je ne travaille pas dans le groupe Sounou, je suis ingénieure dans tout ce qui est la donnée, data, intelligence artificielle et autres. Sur une base culturelle, beaucoup. J'ai pas personnellement grandi en Afrique, même si on y va, j'y vais régulièrement. Mais il nous a laissé quand même une forte, je dirais une forte trace intellectuelle, que ça soit au niveau des études, un drive assez important d'étudier. C'était un ancien professeur de mathématiques. Donc, notre vie, c'est vrai que les études, en tout cas de mon côté, c'était quelque chose que j'admirais énormément chez lui. Et c'est quelque chose aussi que j'ai retracé de ma part parce que voilà, j'y suis allée au-delà dans les études et vraiment m'y mettre, je dirais, à fond. Donc, c'est vraiment un point commun qu'on a ensemble. D'autres, notre physique, qu'on se ressemble beaucoup. L'image qui me restera, c'est sûr, c'est un homme, je dirais, assez élégant et surtout un homme avec sa pipe. C'est des choses qui me resteront en image. Toujours un homme avec sa pipe, le bruit de sa pipe, le bruit de lui qui fume, les odeurs aussi. C'est vrai que c'est quelque chose qui a marqué mon enfance, d'un bon côté, on va dire. Ton père, c'est monsieur Pathé Dion. C'est dur, hein? Il était souvent en déplacement. On grandit avec un père qui est dans le travail. C'est un sacrifice qu'il a fait pour pouvoir nous offrir tout ça. Donc, un mal pour un bien. Mais ouais, j'ai grandi en le voyant très peu, mais il a toujours été là. Toujours été présent. Il a toujours été là. Pourquoi on a nommé la fondation Anne-Marie Dion Anne-Marie Dion? C'est Monsieur Dion qui l'a choisi en honneur de son épouse. Pour la petite histoire, ce qu'il nous dit souvent, c'est que je ne serais pas arrivée là où je suis sans cette femme-là dans ma vie. C'est-à-dire que papa était destiné à être professeur de mathématiques et de ce que j'ai compris, c'est maman qui l'aurait orienté à intégrer le monde des assurances. Et comme on dit, hein, derrière un grand homme, il y a une grande femme. Aujourd'hui, cette grande femme nous a quittés, mais elle a été au démarrage de tout. Pour lui, c'est une manière de lui rendre hommage. C'est une manière pour lui de lui dire merci, à essayer de faire résonner et rayonner son nom à travers le Sénégal et plus tard, dans les prochaines années, dans d'autres pays panafricains, à travers les actions qu'on mènera plus tard. Et surtout, honorer son nom. Et comme je vous disais, elle avait à cœur la santé et l'éducation. Papa fait ce qu'on appelle dans l'islam la zakat. Donc, il envoie, je sais, à titre personnel, il paye des opérations pour des personnes qui sont malades. Il envoie des gens à la Mecque pour pouvoir accomplir leur pèlerinage et devenir hajj ou hadja. Il soutient beaucoup de gens financièrement en payant les études, en payant donc des ouvrages scolaires, etc., en aidant financièrement des familles. C'est pas quelqu'un qui va se vanter de ses actions. On le sait parce que ça, de temps en temps, ça transige par nous.
Je vais pas dire qu'il a influencé mon choix de carrière parce que, avant de rejoindre le groupe, moi, je me suis éloigné de la famille pour essayer de me construire tout seul aussi. Et j'ai rejoint le groupe dans un premier temps, pas vraiment pour travailler dans le groupe Sunu, mais pour me rapprocher de mon père et le connaître. Donc c'est précisément pour ça que moi, j'étais à l'étranger, au Canada, j'avais ma vie, j'avais un travail, mon premier enfant est né là-bas. Et à partir d'un moment donné, d'un certain âge, justement, quand on devient père, peut-être qu'on a envie de se rapprocher du sien. Donc, j'ai pris la décision de, bon, peu importe le business, je veux savoir qui était cet homme, ce qu'il a réussi à réaliser dans sa vie, parce qu'on en entend parler de tout le monde avec des louanges. Mais nous, on ne pouvait pas sentir et comprendre qui il était et ce qu'il avait fait si on n'essayait pas de se rapprocher et d'apprendre. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et c'est comme ça que je suis content d'avoir rejoint le groupe parce que ça m'a permis non seulement de connaître mon père, de développer une relation avec lui et en plus d'avoir une carrière professionnelle qui fait sens à mes yeux parce que c'est l'héritage familial et c'est quelque chose qu'on fait pour le continent. Je suis l'aîné de M. Pathé John. Mon nom, c'est une composition de deux de ses amis. L'un, c'est Seydou Cissé et l'autre, c'est Thierno Cissé. Ils étaient ensemble au Tchad. C'est là-bas ils étaient envoyés en tant qu'opérants pour aller enseigner les mathématiques au Tchad. Donc, bon, malheureusement, les deux amis, ils sont tous les deux décédés, d'où le nom de Seydou Thierno John. Mon père, il a appris le Coran. Il a appris le Coran et c'est quelqu'un qui est très pieux. Au cours d'une réunion, tout le monde peut s'asseoir là, continuer à faire la réunion. Mais quand l'heure de la prière arrive, lui, il arrête tout de suite. Il va prier. Et il a toujours l'ablution. Il a toujours les ablutions avec lui. Et il peut prier à tout moment. Et ça, c'est quelque chose, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel, non seulement à son âge, mais vu le fait qu'il soit en Europe pendant des années, ça n'a pas influencé sur sa religion, sur sa croyance. Il est resté croyant, très croyant. Et quand il récite le Coran, c'est le moment où je suis vraiment ébahi. Il peut être relax, en train de discuter, t'expliquer des choses de la vie, sur le plan professionnel ou bien de la vie, ou bien son parcours, son expérience. Il peut être sévère quand tu fais des bêtises, quand tu passes à côté de quelque chose, parce que lui, il a une éducation très rigoureuse. Parce que mon grand-père était rigoureux, il était capitaine dans l'armée, donc ils ont reçu une éducation très très stricte et ce qui fait de lui ce qu'il est aujourd'hui. Le grand-père, oui. C'était mon ami, on était ensemble pendant toute la durée de sa maladie. Bon, c'était pas une maladie, c'était un accident. Comme il était grand et fort, il a eu une panne avec sa voiture et il a forcé en poussant. Alors c'est en ce moment-là qu'il a eu les disques lombaires qui se sont déplacés. Et c'est c'est ça qui a causé son départ, quoi. Je suis la mère de Jessica, Samir et Anne. C'est un bon père de famille. Malgré la charge de travail qu'il avait, il a su être présent pour les siens à sa façon. Et on lui reconnaît parce que ce n'est pas facile de concilier le travail et la vie privée, mais il pouvait aussi compter sur ses enfants, sur moi. Et à la fin de la journée, il avait cette sérénité qui permet à quelqu'un de réussir aussi sa vie professionnelle, d'avoir cette paix au foyer qui lui permettait de réussir sa vie professionnelle. Il peut avoir des caractères différents, mais à la fin de la journée, de savoir composer avec cela, c'est la plus belle chose. Papa Pat, c'est mon papa. Je le connais depuis l'âge de 3 ans. Je suis très fière de lui. Je suis fière aujourd'hui d'être avec tout le monde pour fêter ses 80 ans. En 2019, on a fêté Pâques ensemble. Et ce que j'ai admiré, c'est qu'il savait par cœur l'histoire de Saint Paul. Alors pour quelqu'un qui est musulman,
Il connaissait par cœur l'histoire en fait d'un saint d'une autre religion. Culturellement, c'est vraiment un érudit. Et en même temps, il fait des activités avec nous. C'est ce que j'expliquais plus tôt. Où une fois, je me rappellerai toujours, en 2008, il a nagé avec nous, avec les requins. Il nous a accompagnés. On avait tous peur, j'étais avec Samir et Anne. Et finalement, c'est lui qui a plongé en premier dans l'eau. Et après, on l'a suivi, quoi. Et c'est ça l'exemple. C'est ça, montrer à ses enfants la voie, prendre des risques et pas qu'ils aient peur. Je suis la belle-sœur de M. Pathé Dione. J'ai épousé son frère, son défunt frère. Avec ma famille, il est resté très présent. Hein. Bon, on est affecté parce que quand même, quand on perd un être cher qui était très proche, bien sûr que ça fait mal. Mais lui, il a essayé de combler comme il pouvait ce vide-là. Et vraiment, je l'en remercie beaucoup parce qu'il m'a beaucoup assisté. Parce que moi, si maintenant je suis arrivée à là, que mes enfants aient terminé leurs études tous, jusqu'à la dernière, et c'est bien grâce à lui. Il nous a épaulés, il nous a soutenus, il a été vraiment présent. Comme quand j'étais plus jeune, comme je vous l'ai dit, j'allais me réfugier pour lui dire mes petits tracas. C'était la même chose. Puissance 10, je dirais. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa sallim. Man maa ngi tudd Gayal Jonn maa ngi rakk Taala Jonn. Taala Jonn moo jur Paate Jonn. Paate bi mu juddoo lañ ko jëkk a jàngal alxuraan jógee ci alxuraan ji mu ñu jàngal ko l'école Médine boobu lañ ko jàngale bu mu jàngee ba léegi xamaluñ ko lu dul lu baax mësul def benn dégât ci àddina mësul am lu dul yàllaay jubal jaam rek yàllaa ko jubal njabootam. Paate dafay ñëw fii ci kër gi di ma toppatoo di ma seet ba xam nan laa toogee ci ma jox xaalis di jël xaalis di jox doomam Anta ñi ko indi jox ma mu ne sama papa nee na nga jënd ordonnance nga faju di ma jox lu nekk Paate daf ma koy defal yàlla na ko yàlla fay lu baax rek la xam li mu def daal Paate li mu def yëpp daf ko doon lu mu doon ci maamam yëpp loolu la Paate def waaw maamam daf daan dëkkal nit ñi di sàbb nit ñi di jàpp nit ñi loolu nga xam ne moom la maamam defoon rek moom la teg bëtam rek moom la def. Le comportement de Pathé dans la famille, c'est un comportement exemplaire. Pathé s'occupe de tout le monde, du plus grand au plus petit. S'occupe de la maman. Pathé vient à la maison, il passe la journée avec la maman, qui est la petite sœur de son papa à la maison. Il lui donne de quoi acheter ses médicaments, de quoi manger, de quoi régler tous ses problèmes. Pathé pouvait dire que sa tante Gaëlle a des enfants pharmaciens, des enfants qui sont au Canada et qui sont des enfants qui sont bien placés. Mais Pathé n'a rien voulu voir de ça. Donc, il s'occupe de la maman correctement et vraiment très bien. Et s'occupe aussi de mes sœurs, de mes frères, en quelque sorte de toute la famille. Je m'appelle Ismaël Dione. Je suis un des frères de M. Pathé Dione. Nous sommes dans une famille de 7. Pathé est le fils aîné. Moi, je suis le 7e garçon. Et après moi, il n'y a que des filles.
Donc je suis la limite. Ses soutiens vont au-delà même de la famille, ses amis d'enfance. C'est ça qui fait sa force. Ses amis d'enfance, jusqu'au moment où ils disparaissaient un à un, il les a toujours soutenus. Toujours soutenus. Je me rappelle bien un de ses amis qui est décédé, un ami de longue date, le jour où le corps de sa jeune sœur qui était venue de Paris, il devait être rapatrié de Paris. Quand il est décédé à Paris, c'est lui qui l'a appelé. Il a appelé pour lui dire, il y a telle ma sœur qui est décédée à Paris. Et on a des problèmes pour amener le corps. Il a pris ça en charge, il l'a amené. Je n'étais pas au courant, personne n'est au courant. Quand il fait des choses, personne n'est au courant. Oui, c'est vrai, il ne parle pas beaucoup. Quand il est si bon. Si j'ai envie de lui parler de quelque chose, je vais vers lui tout doucement, je lui parle, il me répond. Mais quand il travaille, il fait trop de bruit, là, il fait doucement. Je me suis habitué à lui, à chaque fois quand je travaille, je m'arrache, il ne fait pas de bruit. Vraiment, c'est un papa à moi. Vraiment, il était beaucoup gentil à moi. Dès le début, il y a eu une relation de fils et de père. Moi, je suis recruté comme je l'ai dit, en 99, juin 99, et puis octobre 2000, mon père est décédé. Donc, il était là avec moi, et depuis là, il a remplacé mon père en quelque sorte, quoi. Il a été mon père, donc voilà, il m'a accompagné dans ça. Et donc, les fêtes de fin d'année, tout ça, on le fêtait ensemble, en famille. Donc, il y a eu beaucoup plus une relation à la fois, j'ai dit, de père et de fils que de patron. Bon, comme vous savez, je suis musulman, né à Dakar. Une ethnie mélangée, Peul et Sérère. J'ai suivi le même parcours que tous les jeunes Africains, c'est-à-dire j'ai été à l'école coranique. À l'époque, il n'y avait ni jardin d'enfants, ni maternelle et autres. On étudiait le Coran jusqu'à l'âge de 10 ans, et puis bon, on nous scolarisait. Ce qui fait que si on se compare en France, on est beaucoup plus âgé que les jeunes qui étaient avec nous. Comme je suis né à la fin de 1941, au moment des indépendances, j'étais encore mineur. Alors là, je vais vous montrer la rue qui porte le nom du président Léopold Sédar Senghor. Voilà, regardez, avenue Léopold Sédar Senghor. Vous savez, commencez par dire que je suis né avant les indépendances. Qu'est-ce qui a amené le Sénégal aux indépendances? C'est Senghor qui a obtenu l'indépendance du Sénégal. Mais donc, je l'ai connu. Bon, alors, le président Senghor, avant d'être homme politique, c'était un homme de lettres. Et ce que je vous montre là, c'est que quand même, c'est rare qu'en France, on donne le nom d'une rue ou d'une avenue à un chef d'État africain. Là, ça, c'est une ville. C'est pourquoi vous oubliez ce que je dis Saint-Maur est jumelé à la ville des Ziguinchor, au Sénégal. Hein, la capitale de la Casamance. À droite, là. Là. Et Senghor, qui a été prisonnier des Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale, quand il a été libéré, il a été nommé professeur ici au lycée Marcellin Berthelot. Mais donc ça, c'est une attache très importante. Parfois même, quand certains chefs d'État africains, sénégalais viennent ici, on les amène à Saint-Maur pour qu'ils voient quand même le nom du premier président de la République du Sénégal et qui était un symbole également, parce que quand même, il était chrétien dans un pays qui était à 95% musulman et on l'a désigné comme président de la République. Et
il est resté pendant 20 ans. Et il est parti de lui-même, parce qu'il dit qu'il avait fait ce qu'il avait à faire. Voilà, ça quand même, c'est un symbole. Quand j'ai quitté Paris, avec mon épouse là, Anne-Marie, c'est ici qu'on a habité, en face de chez mes beaux-parents. Vous avez en face l'immeuble 4 avenue de la Grange, c'est là qu'habitaient mes beaux-parents. Et moi, j'avais acheté un appartement ici au 3e étage, au 5 avenue de la Grange. Donc j'ai habité cette rue-là pendant que je travaillais à l'UAP comme directeur Afrique. Voilà. C'est là que mon épouse, la maman de Karim que vous avez vu, et sa sœur Antaline, c'est là qu'on est resté jusqu'à son décès. Parce qu'elle était en face de ses parents. Et quand son papa est décédé, et qu'elle est décédée, c'est ma belle-mère, et ça c'était un gros avantage. Comme moi, j'étais tout le temps dans les avions, parce que je m'occupais de 17 filiales en Afrique. Alors c'est ma belle-mère qui s'occupait de Karim et de Antaline, parce qu'ils étaient à bas âge. C'est à cause de ça que j'aime pas très souvent passer par cette rue, quoi. Il a longtemps souffert seul, sans que nul n'en sût rien, car il n'avait rien changé dans son mode d'existence. Un jour, il me fit appeler. Lorsque je parus, après qu'il m'eut longuement salué, que nous eûmes causé comme à l'accoutumée, il se leva, alla à une malle qu'il ouvrit et en sortit une grande pièce de percale. Ceci, me dit-il, est mon linceul, et je voudrais que vous m'indiquiez la façon rituelle de le tailler. Je cherchais son regard, la paix et la gravité que j'ai observé anéantir dans mon esprit les vaines paroles de protestation que j'allais prononcer. Je me félicite de les avoir tues, tellement aujourd'hui encore, je sens un molle le ridicule devant cet homme qui dominait sa mort de toute sa stature. J'obéis donc. C'est un homme profondément religieux, c'est un homme, un croyant. D'ailleurs, s'il est arrivé à ça, c'est parce que je pense sincèrement, parce que moi je le suis fondamentalement. Je pense qu'il est fondamentalement croyant. Il est sincèrement croyant. Il croit en Dieu. Voilà pourquoi il fait beaucoup de bien. Il aide son prochain. Il ne compte pas. Pour lui, lui-même ne compte pas. C'est les autres. C'est ça sa dimension spirituelle. Mais pour y arriver aussi, je pense qu'il a fait de belles rencontres dans sa vie. Et parmi ces rencontres, sa première femme, Anne-Marie, qui était une dame extraordinaire, méthodique, qui l'a beaucoup aidé. Et je me rappelle toujours quand nous étions ensemble, parce qu'elle faisait droit, qu'elle travaillait dans la même compagnie d'assurance, il nous arrivait toujours après les cours de nous retrouver dans un café ou au restaurant en train de discuter. Et ça, on discutait de tout, hein. On ne discutait pas seulement d'économie de droit, on discutait de la société, des relations entre le Sud et le Nord, hein, la vision sociale de la politique. Je n'allais pas dire la vision socialiste, parce que vous savez que pendant cette période, tous les jeunes étaient soit des communistes ou des socialo-communistes. Hein. C'est vrai qu'on était un peu loin de ça, mais nous étions des progressistes. Et on discutait beaucoup de ça. Et il nous arrivait souvent qu'on n'arrivait pas à conclure dans nos discussions. Alors, très habilement, je disais toujours, on passe au vote. On passe au vote pour telle ou telle décision. Et Anne-Marie était toujours de mon côté. Naturellement, on le minorisait. Il n'était pas content. Bon, mais il disait, c'est un démocrate, il acceptait toujours. Mais on l'a souvent minorisé dans nos discussions quand on voulait arrêter toutes les discussions, parce que c'est quelqu'un qui aime les discussions, qui aime aller en profondeur. Hein? Pour arrêter la discussion, on dit on passe au vote. Hein? En démocratie, quand les choses ne marchent pas, on passe au vote. Et là, on passait au vote, il était minoritaire. Bon, c'était gentil, bon, il aimait. Hein? Mais il y a aussi un élément très important pour vous dire que Pathé John est un touche-à-tout. Est-ce que vous savez que Pathé John fait partie des membres fondateurs du Paris Saint-Germain? Ça, beaucoup de gens ne le savent pas. Il était membre fondateur de Paris Saint-Germain. C'est ici
de la rue Émile Dubois. C'est ici qu'on venait jouer au football. Et après, comme on n'avait pas d'argent, à pied, on rentrait dans le 14e. Mais tout le monde, tous les jeunes, pendant les vacances, qui étaient dans les arrondissements de Paris, c'est là ce qu'on appelle au Sénégal le nawetaan, c'est-à-dire après les championnats, les jeunes qui veulent jouer, les quartiers là, on fait des championnats de petits quartiers. Là-bas aussi, on faisait des championnats d'arrondissement. C'est ici qu'on venait jouer. Ce jour particulier où je l'ai vu réciter pendant un bon moment quelques versets du Coran, je venais de perdre mon premier fils, et il est venu ici à la maison, dans cette salle, et dans cette cour. On est rentré, il s'est assis, et il est resté un moment, il a commencé à réciter des versets du Coran. Ça m'a encore dit, mais cette personne, tu peux te tromper sur elle. Son côté spirituel est aussi fort que je le pensais. Voilà, c'est parce que les versets qu'il a récités, ce n'étaient pas les premiers versets qu'on apprend quand on va à l'école tout de suite. Il faut aller loin dans les choses pour les réciter. Et donc, ça m'a encore fait dire que bon, j'avais affaire à quelqu'un que je ne connaissais pas autant. Ce qui m'a le plus attiré chez M. John, c'est qu'il n'est pas omnibulé par l'argent. J'ai côtoyé pas mal de gens qui ont des fortunes. Mais le comportement de M. John concernant l'argent, il me dit souvent, que ce n'est pas l'argent qui m'intéresse. C'est quelqu'un qui peut aujourd'hui, moi je sais que c'est compte bancaire que je gère. Parfois je peux avoir des milliards là-dessus, mais il n'y a pas un franc qui est destiné à M. John pour ses propres affaires. Tout ce que je sers pour M. John, c'est pour donner aux gens et aider une bonne partie de sa famille. Aider, ce n'est pas l'apanage d'un religieux ou d'un croyant. Je dis, mais je peux être animiste et être sensible à la faiblesse, aux besoins des autres. Hein? Je ne mets pas ça dans la religion. Ma foi peut accentuer cela, mais ça n'a rien à voir. Je suis strict, rigoureux, mais ça ne m'empêche pas de dire, si je vois quelqu'un dans le besoin et que je suis en mesure de l'aider, je l'aide. Je ne lui pose pas de questions, je ne lui demande pas de me rendre des comptes. C'est que Pathé Dione avait été mon élève. Alors, c'était pas à Paris 1, Panthéon-Sorbonne, c'était l'autre, c'était Paris 2. Assas, Panthéon, Panthéon-Assas. C'était vers les années 75-76. Après avoir fait des études de maths, Pathé avait décidé, à mon avis, c'était une bonne décision, de s'intéresser à l'économie. Donc je l'ai eu comme étudiant, ce qui s'appelait le DEA à l'époque, Monnaie Finance Banque de Paris 2. Et puis, après ce DEA, on avait sympathisé, on était restés en contact. Et il m'a dit, voilà, je veux préparer une thèse de 3e cycle avec vous, c'est-à-dire avec moi. Bon, et il a soutenu sa thèse de 3e cycle sous ma direction en 1980, à Paris 2. Vous m'autoriserez à ne plus me souvenir du titre exact 42 ans après, mais je me souviens tout à fait de Pathé, qui était un étudiant assez remarquable. Ce qui me frappe, c'est qu'il est très fidèle en amitié. Il est d'une totale fidélité par rapport à ceux qui l'ont aidé à réaliser ce projet qui était pas évident au départ, difficile, mais finalement qui valait le coup et qui vaut le coup. Qui vaut le coup pour lui, mais qui vaut le coup pour l'Afrique, qui vaut le coup pour le continent africain. Je pense que c'est pour ça qu'il a été aussi décoré à un niveau élevé par le président Macky Sall. Parce que, au-delà de sa personne, du rendement de Sounou, il y a un projet pour l'Afrique derrière.
dans le domaine des assurances. C'est un projet pour l'Afrique. C'est quelqu'un qui aide la jeunesse. C'est un baobab. Et on lui dit merci pour tout ce qu'il a fait pour l'Afrique et pour la jeunesse ivoirienne, comme au Sénégal, comme un peu partout. Vraiment, on lui dit merci pour tout. On ne peut pas l'oublier pour le bienfait qu'il fait pour tout le monde. Aujourd'hui, nous sommes là parce qu'il a mis quelque chose en place et que tout le monde arrive à s'en sortir, tout le monde paie ses factures, tout le monde mange. Donc ça, on ne peut pas oublier. On peut dire que tout ce qu'il a mis en place, que ça vit longtemps, que son image reste longtemps, que Dieu le bénisse pour tout le bienfait. Quel est le héros qui caractérise le mieux votre père? Soundiata Keïta, il crée un empire et il fédère autour de lui. Comme il dit. On suit. On suit. Voilà. Il a marché sur ma langue. Parce qu'il va enlever les... Bon, un héros sénégalais maintenant, parce que Soundiata, c'est malien, quoi. Maïssa Wali John Mané. Maïssa Wali John Mané, oui. Quel Ça, c'est notre grand-père. C'est aussi un héros. Il a fait parler de lui aussi ici, un peu partout au Sénégal. Le premier Boursine. Moi, je l'appelle Gourgui Junior dans son dos. Parce que l'ancien président Ouad, son petit nom, c'était Gourgui, le vieillard. Donc moi, dans son dos, il l'apprend aujourd'hui, mais je l'appelle Gourgui Junior dans son dos. Moi, je l'appelle le grand Manitou. Ouais, bah non, moi j'ai pas de problème. Depuis que je suis tout petit, on l'appelle Patus parce qu'il était né doué dans les mathématiques. Donc c'est un nom qui le suivait à l'université et puis que ses bons amis l'appellent encore maintenant. Ma mère l'appelait comme ça. Je l'ai toujours entendu. Patus Dionys comme surnom, donc c'est Patus. Le vieux, papa, simplement. C'est Papounet ou le bon vieux. Merci à tout le monde, à mes petits frères, mes petites sœurs qui sont là avec leurs époux et leurs enfants. Il se trouve que je suis né le 29 décembre 1941, ici à Dakar. Et ma belle-mère est née le 28 décembre 1941 à Bélé, dans l'Ain. Je lui ai dit, nous allons assister nos 2 anniversaires. C'est Henriette Mayaki et la maman de mon épouse, Marie-Reine Mayaki. 80 ans, c'est évidemment, ça fait beaucoup de jours. Et je vous remercie infiniment d'être là. Je voudrais vous laisser manger, écouter de la musique. Mais en premier lieu, je voudrais vous présenter tout simplement les enfants qui m'ont offert ce cadeau.
et les remercier devant vous, prier pour eux également. Bon, je vais appeler tout d'abord l'aîné, Seydou. Karim. Antaline. Jessica. Mais elle arrive juste. Samir. Anne. Anne est la maîtresse d'œuvre. C'est elle qui, depuis Paris, a organisé tout. Voilà. Donc, un applaudissement particulier. Voilà la famille John. Maintenant, si jamais ils venaient avec leurs enfants, je ne sais pas s'il y aura de la place. Hein? Donc, je voulais les présenter d'abord. Mais il y a une présence qui m'est particulièrement chère, parce que c'est la petite sœur de mon papa, Momar Bey John. Hein? Ils étaient que 2 enfants de ma grand-mère maternelle, Anta Ndiaye. Elle est là, ma tante Gaëlle John. Elle est âgée de plus de 90 ans. Mais elle tenait absolument à être présente. Non? Elle est à côté de sa fille, Anta, qui est... Voilà. Je ne voulais absolument pas, mais elle a tenu à venir assister à cette cérémonie. yaa sutu mu sente yaa dëkk ci réew mi yaa ma comme Sénégal Pathé da ngay taaw say rak taaw say mag looloo waral sa bàjjen bi ñëw toog waaye nag mooy mbokk ndeem mama taal sa baay ay gratte ma ko tënj Anta Ndiaye seen yaay ma nga jóor gi ci yëmbal Anta Ndiaye Mariam Diop ku jamaamul Mariam Diop Mariam Mamadou Diop Souleymane Maay mu sant seen maam jal barum réew mi yaay doonay jal waaye jël ngoon a meg sa maam daa dàq demel amari ngoon a ndeela di ko rëgët ba ci jóor gi ci mbi jëm sampa ñaari kuur del si douane baram dar sa kër maam a gën sa kër maam aman yaa nga ci sa suwal maam jal ngoon a meg sa maam yaay doonay jal ñaari yoon. Je suis vraiment ému parce que je ne m'attendais pas à cela. Je voudrais remercier Monsieur le ministre du Budget et des Finances et son épouse Tamara, qui me fait l'honneur d'être là. Monsieur l'ancien ministre garde des Sceaux Doudou Ndoye, Monsieur le ministre Djibril Ngom également, qui m'ont fait également l'honneur de répondre à notre invitation. Merci du fond du cœur. Et je n'ai pas préparé de discours. Je voulais tout simplement vous exprimer toute ma gratitude. Marie-Reine, sa maman, Badia, tout le monde. Je ne peux pas vous citer. Et les enfants sont là. Ils ont grandi ensemble. Et je suis satisfait parce que j'avais peur qu'elles m'échappent. Mais elles ont des maris sénégalais. Ça me satisfait. Ça me ravit. Et il ne reste que la dernière, Anne, qui vient de terminer ses études aux États-Unis. Mais alhamdulillah, c'est tout ce que je peux dire. Hein? Que Dieu vous bénisse tous. Il y a le failli. Gis ne am nañu ay racines loolu laa bëggoon yàlla may na ma ko alhamdulilahi rabbil alamin wa salaatu wa salaam ala sayyidina Muhammad.
Sunu, aujourd'hui, c'est le leader en assurance vie dans notre zone UMOA. Et au-delà même de la zone UMOA, Sunu est présent au Ghana, au Libéria, au Nigeria, en Guinée. C'est dans des pays de la zone non CFA. C'est un groupe qui fait l'essentiel de ses placements dans le marché des capitaux en Afrique, que ce soit au niveau de la BRVM ou bien de la zone CEMAC. Et l'autre particularité, c'est que c'est un groupe toujours indépendant. Sunu, ce n'est pas seulement que les affaires, mais Sunu, c'est de faire en sorte que tout le monde ait accès aux services financiers et particulièrement à l'assurance qui reste encore pour beaucoup de personnes une affaire de riches. Ça a bien venu un peu, ça crée un peu de doute dans le groupe. Hein. Mais bon, je dis, il faut faire avec. Quand ça est passé par là, ça fait que Sunu a basculé un peu, mais n'est pas tombé. Au contraire, ça permet que ça puisse se relever et avoir d'autres opportunités. Et je crois qu'actuellement, on est fiers d'avoir cette société qui est là, ce groupe qui est là. C'est un groupe africain. Je l'ai constitué pour l'Afrique. Il n'y a pas un seul sou qui est collecté sur le continent africain qui soit placé ailleurs pour quelque raison que ce soit. Tout ce que nous collectons comme épargne, ce que nous collectons comme prime, est entièrement réinvesti sur le continent africain pour le développement de nos pays. Beaucoup ne savent pas, c'est le créateur de Colina. La société Colina qui est devenue ensuite Saham, puis aujourd'hui Sanlam. Colina, il l'a fondé avec un groupe américain. Et il a quitté Colina pour retourner en France, comme il me disait. Il souhaitait rentrer dans une entreprise française. Il a travaillé d'ailleurs à l'époque avec sa femme. Et c'est pendant cette période que nous nous sommes connus. Les années 80 donc. Nous avons ensemble travaillé à la ZACI. Ensemble, nous avons parcouru les assemblées générales de la FANAF. Et quand il est rentré en France, à l'UAP international, comme au départ un des assistants de M. Fiamma, petit à petit il est devenu l'adjoint de M. Fiamma. Et c'est pendant cette période que je suis devenu président de la FANAF, contre l'avis de l'UAP, mais avec le concours du représentant de l'UAP, qui a fait le contraire de ce qu'on lui a dit de faire, M. Dion. Parce qu'à l'époque, l'UAP, l'Union africaine, était considérée comme une entreprise étrangère, et que la FANAF, il y avait les dinosaures de l'assurance africaine qui ne souhaitaient pas avoir le représentant ou un directeur d'une filiale d'un groupe étranger à la tête de la FANAF. C'était une bataille très dure à Bamako. Et il a été pour beaucoup dans cette bataille, dans cette victoire. Et quand j'ai plus ou moins, en tant que président de la FANAF, suscité le comité ad hoc qui a réfléchi sur la réforme de l'assurance qui a abouti à la FANAF, à la CIMA, à la création de la CIMA. Il a toujours été là, même si en ce moment-là, j'ai commencé à avoir des problèmes avec l'UAP, c'est dans les années 90. Et puis, je suis parti en 94. Juste un an avant que l'UAP soit cédé à AXA.
J'ai créé NCA, qui est devenu ce qu'il est. Et M. John a continué pendant 2 ou 3 ans avec AXA. Et ensuite, a créé Suno. En 1996, nous avons été rachetés par AXA. L'UAP a été racheté par AXA. Enfin, ça a été une fusion. Que certains ont appelé une fusion entre égaux, mais il y avait un qui était dominant et c'était AXA, et nous étions les rachetés. Et nous étions dans l'immeuble Voltaire, à La Défense, et là, on nous a... Et AXA se trouvait en plein Paris, avenue Matignon. Et nous, on nous a laissés là-bas pendant un certain temps, sans avoir rien à faire, sans avoir vraiment quelqu'un qui était désigné comme notre patron. Et un jour, Pat est entré dans mon bureau et m'a dit « Et si on créait notre propre société d'assurance ?» Et là, on a pris un paperboard et on s'est mis dans mon bureau. On avait des bureaux qui étaient vraiment côte à côte. On avait entre nos 2 bureaux, on avait notre secrétariat, on partageait le secrétariat entre nos 2 bureaux. Et là, on s'est mis autour d'un paperboard et sont nées les premières idées de la création de l'entreprise. Et là, on a commencé à gamberger, comment la monter, comment faire pour reprendre. L'idée était que AXA allait se désengager de l'Afrique. Parce que c'était une époque où tout le monde avait un raisonnement qui consistait à dire l'Afrique demande beaucoup d'investissement et a peu de rentabilité en retour. Et donc AXA, qui cherchait à tout prix une rentabilité importante, allait se désengager de l'Afrique. Et l'idée de Pat, elle est venue de là. Puis elle est devenue que il avait besoin d'avoir un futur et on avait besoin de continuer à avancer. Et donc on a avancé comme ça. On a gambergé à comment monter cette société. Et alors, je vous passe toutes les péripéties pour trouver du financement. On a dû aller frapper partout, à toutes les portes, à toutes les banques qui voulaient bien nous prêter peut-être un peu d'argent. Et nous avons acheté en tout premier lieu la petite exploitation de Centrafrique. Et on a démarré avec ça. Et ça ne s'appelait pas encore Suno, et on n'avait pas encore tout à fait un nom. Et pour l'anecdote, un jour, Pat revient me voir, après avoir fait un voyage, comme d'habitude, dans une des exploitations où il avait encore de l'activité, et il revient me voir et il me dit « On a trouvé le nom de notre société. On va l'appeler Suno. » Et il me dit, tu sais, on va l'appeler Suno parce que ça veut dire la nôtre en wolof. Il s'avère que AXA ne voulait plus conserver des sociétés qu'elle estimait trop petites pour être gérées par un grand groupe. Et AXA a offert le rachat de ces sociétés à Pat Dion. Alors, on a été plusieurs avec lui, enfin, là, on a dit, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'il faut quand même un peu d'argent. Non, on ne peut pas travailler. Alors, les uns et les autres, moi, je sais que l'intégralité de mes économies, je dis, OK, hop, on y va. Et donc, on a réuni ça comme ça. Lui a quitté le groupe AXA. Pas facile non plus, il avait une vie à continuer lui aussi. Plus de rémunération garantie. À cette époque-là, même maintenant, c'est pas une rigolade, l'affaire. Bon, chacun a fait
ce qu'il pouvait, a donné ce qu'il pouvait pour que l'affaire se fasse. Et petit à petit, avec sa détermination, les choses ont bien évolué, ont évolué dans le bon sens. Mais on dit ça aujourd'hui, plus de 20 ans après. Hein. Sur le moment, je me souviens quand même des premières réunions qu'on avait. Moi, j'étais resté dans le groupe. Les réunions de conseil d'administration qu'on avait, on regardait les comptes en se disant, bon, il faudrait peut-être faire quelque chose, il va falloir. Il faut que les choses fonctionnent. Et les petites sociétés qui avaient été achetées, vendues par AXA à Pathé, à Sounou, notre affaire. Bon, il fallait faire en sorte qu'elle soit rentable, qu'elle puisse permettre d'avoir des ressources pour grandir. On peut pas rester avec 2 ou 3 petits confettis là à droite à gauche. C'est plus des confettis aujourd'hui. À l'époque, c'en était. Bon, il a fallu les faire grandir. Il s'avère que il avait lui un gros avantage, c'est que tous les gens de ces sociétés, et notamment ceux qui se trouvaient à des postes de direction, il les connaissait parce qu'il les avait recrutés. Donc il savait qui était là. Mais il fallait quand même donner de l'impulsion, etc. Et je me souviens que beaucoup, hors le groupe qu'on était, le groupe d'amis qui s'était réuni, beaucoup n'y croyaient pas beaucoup. Hein. Avec ces petites affaires là, jamais ils vont s'en sortir. Jamais ils vont s'en sortir. Ah bah si. Eh bien si. Oui, on peut parfaitement s'en sortir. Je me souviens avoir dit ça finalement. Au niveau de l'Afrique, c'est quand même le plus jeune continent qui reste. Hein. C'est le plus jeune, avec une population très jeune, avec des gens dynamiques. Et c'est le continent de demain, celui qui va gagner, c'est sûr. Moi, j'en suis persuadé, j'en ai toujours été persuadé. Ça faisait partie des discussions qu'on avait avec Pat. À partir de là, j'ai fait de belles choses sur l'Afrique, quoi. Et puis bon. Un peu de nostalgie. Bien sûr. Parce que quand même, l'UAP a été créée en 1804. Ouais. Et j'étais le premier noir à accéder dans la fonction de directeur. Et puis quand même, c'était pas une mince affaire, hein, 17 filiales sur le continent africain. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas tous les moyens de communication qu'on a aujourd'hui qui font que tu peux appeler quelqu'un tout de suite. C'est à cause de ça. Mais s'il y avait les moyens aujourd'hui, le nombre de voyages que j'ai fait sur l'Afrique, tu les aurais pas fait, quoi. Mais non, mais je restais plus de 6 mois. Ah oui? Pas d'affilée. Ouais. Tu passais plus de 6 mois hors de Paris. Peut-être 17 filiales. Maintenant, nous, on est dans 17 pays. Oui, il y a plus de 30 sociétés. Ouais. C'est encore plus grand. Non, c'est que rien que le Maroc et tout ça, le Kenya, ça faisait des chiffres d'affaires beaucoup plus gros. En nombre, on est plus. En volume, c'est moins. Ou bien c'est peut-être l'équivalent maintenant. Là, c'est bon. C'est peut-être l'équivalent parce que celui de Côte d'Ivoire est quand même très très gros aujourd'hui. Ouais. Et puis bon, pas loin, on va faire 400 millions d'euros certainement de chiffre d'affaires. Ici, on a une banque tout simplement, le Sénégal. Moi, je trouve qu'on change de dimension. Tu avais l'ancêtre, enfin ceux qui a donné naissance aussi à ce service, c'était là, la direction technique. Mais c'était tout sous ma responsabilité. En plus d'être directeur Afrique, presque j'étais le seul assureur dans le lot. Hein? J'étais également l'équivalent de patron de l'équivalent de Sounou Service. Vous avez 50 collaborateurs qui donnaient de l'assistance, mais pas qu'en Afrique. Ils donnaient de l'assistance un peu partout. Oui. Monsieur Dione, je ne pense pas que lorsqu'il commençait, il imaginait que 25 ans plus tard, on serait à ce niveau-là. Juste 2 chiffres. En 99, on faisait 800 millions de francs CFA de chiffre d'affaires quand ils ont commencé. En 2021, on faisait 234 milliards de francs CFA de chiffre d'affaires. Donc, vous voyez que, quelle que soit la vision que vous avez, l'idée, ce qui est constant,
c'est de dire je reste un professionnel, je reste un expert dans mon métier et je travaille avec rigueur. Ça, c'est resté, quel que soit ce que vous faites. Mais après, le développement du groupe s'est fait au fil des opportunités aussi. Le rachat récent de la banque au Sénégal, c'est parce qu'il y a eu cette opportunité qui s'est présentée qu'on a racheté, même si on avait pour ambition d'être présent au Sénégal en banque. Donc, c'est ça un peu la vie. C'est pouvoir saisir les opportunités au moment où elles se présentent et être capable, avec intelligence, de structurer notre organisation pour pouvoir gérer ça correctement. L'organisation que nous avions au départ n'a rien à voir avec l'organisation d'aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez Sounou Service qui est à Abidjan. Quand on a commencé Sounou Service, il y avait 2 personnes. Aujourd'hui, il y a une 60aine d'employés. Donc, on s'adapte au fil du temps. Moi, je suis impressionné par le fait que sur beaucoup de marchés africains, Sounou est numéro 1. Et quand il n'est pas numéro 1, il est généralement numéro 2. Ce qui m'a frappé, on va peut-être en reparler, c'est la manière dont le groupe a su faire face à l'attaque du groupe marocain Saham, une tentative de prise de contrôle du groupe Sounou par ce groupe marocain Saham, qui était dirigé par un remarquable chef d'entreprise marocain, qui est d'ailleurs devenu ministre, qui n'est plus aujourd'hui, Moulay Hafid El Alami. Donc, moi, j'ai pris ça comme une sorte d'agression maladroite, pas transparente, pas d'avertissement, une prise de contrôle subreptice. Je trouve ça assez hypocrite, ou très hypocrite, comme manière de faire dans les affaires. Et donc, c'est vrai que pendant quelques mois, on pouvait se dire, tiens, ça pourrait fonctionner. Mais heureusement, Pathé a su rassembler les munitions financières pour contrer cette proposition qui était faite par Sam. Et puis alors voilà, on n'en parle plus, une vieille histoire. Mais sur le moment, c'était difficile à vivre pour Pathé. Et moi, je le voyais bien en tant qu'administrateur de Sounou. Je voyais bien sa souffrance par rapport... Ça le choquait, quoi. Ça le choquait. Non seulement parce que c'était son bébé qui était en cause. C'est quand même lui qui a fait Sounou, donc c'est pour ça que je dis son bébé. Mais la manière des Marocains d'agir n'était pas terrible. D'autant plus quand même que le Maroc est un pays qui joue résolument la carte de l'Afrique subsaharienne, à tous égards, que les relations entre le Maroc, le Sénégal, ou le Maroc et la Côte d'Ivoire sont des bonnes relations, et que là, cette agression non anticipée, soudaine, ça la foutait mal, comme on dirait vulgairement en français, pour les relations entre les pays et les États concernés. Son combat, d'abord, il est professionnel. Voilà, c'est une expansion de Sounou un peu partout en Afrique. Ce combat-là, cette expansion également, il la veut personnelle. Voilà, quand je dis il la veut personnelle, c'est quelqu'un qui difficilement acceptera que des groupes étrangers entrent dans son business. Donc ça suppose de grands combats, également de gros moyens, puisque à mobiliser. Donc, et tout ça, c'est pour l'expansion. Quand on est expansionniste, on est africaniste également, parce que on peut se contenter de dire on travaille qu'en Côte d'Ivoire ou au Sénégal ou en France, etc. Donc il a cette ouverture-là
pour l'Afrique. Il a cette ouverture vers l'Afrique. Ouais. Comme on l'a indiqué dans les missions du groupe, on a dit c'est la 5e mission. Il a dit également qu'on va contribuer au développement des pays ou des communautés dans lesquelles nous évoluons. Donc, contribuer positivement, c'est-à-dire, bon, on ne peut pas être dans un pays en train de travailler dans le pays et voir que les populations souffrent et tout ça. Mais lorsque je dis souffre, ce n'est pas forcément politique, dictature. Mais c'est-à-dire, bon, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer les conditions de vie des gens, tout ce qu'on peut faire pour améliorer la façon de vivre dans le pays, on doit contribuer pour ça. Donc, c'est ce que nous faisons. Soit ça peut être dans le cadre de fondations et tout ça, mais également comment on peut aider le développement de tel secteur d'activité ou de tel ou autre dans le pays. Que ce soit même l'éducation, la santé et tout ça. Donc, par exemple, lorsque nous nous intéressons à la santé avec la création de Sunu Santé, c'est de pouvoir dire, bon, on va mettre en place des structures qui vont travailler avec les acteurs, les cliniques, les hôpitaux et tout ça, mais exiger un certain nombre de rigueurs avec ses partenaires pour que le parcours santé de nos clients soit amélioré, que les diagnostics se font bien, que les soins se font dans les bonnes conditions et tout ça. Donc, forcément, c'est ça aussi. On va exiger de nos partenaires d'être aussi beaucoup plus professionnels pour que les clients, en tout cas la population, soient beaucoup plus satisfaits. Encore une fois, nous sommes face à de vieux schémas en Afrique. En général, les champions ne sont pas africains. Et les entreprises africaines sont souvent de taille très moyenne, très modeste, et elles se battent dans le local content, elles se battent pour avoir les marchés des multinationales. Mais là, nous avons ce qu'on appelle véritablement un champion régional qui est né de la volonté d'un homme et de ses collaborateurs et qui casse tous les schémas qu'on connaissait jusqu'à-là. Ce n'est pas facile parce que nos codes d'investissement n'ont pas prévu un accompagnement pour les champions nationaux africains. Tous nos codes d'investissement parlent d'investisseurs directs étrangers. On parle d'incitation à l'investissement, mais on n'a jamais pensé que ces investisseurs peuvent être africains. Et je pense que l'un des mérites de Sunu sera peut-être de pousser nos directions des investissements, mais aussi nos ministères des Finances à revoir leur modèle, leur schéma pour intégrer l'investissement afro-africain. Vu cet exemple de pionnier, beaucoup d'autres Africains vont se dire c'est possible de fonder une entreprise en Afrique, c'est possible aussi de le fonder non pas à partir des capitaux financiers comme beaucoup l'y penseraient, mais d'abord et avant tout à partir de l'expérience des capitaux relationnels et des alliances stratégiques entre les grands groupes. Parce que ce qu'on peut dire, et c'est l'exemple de M. Pathé John, c'est que pour créer une entreprise pérenne, il faut non pas seulement le capital financier, mais il faut beaucoup de relationnel. Et je pense que M. John, il l'a démontré, il faut aussi de la vision, de la persévérance, parce que beaucoup d'entreprises africaines qui auraient dû être des Sunu ont été vendues dès leur 5e année. Donc, ce qu'il nous montre, au-delà de la réussite, qui est réelle, puisque quand même c'est 4000 emplois aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup d'entreprises africaines qui peuvent se targuer d'avoir un tel nombre de sociétaires. Ce qu'on peut retenir de ça, c'est vraiment l'envie et le goût de l'indépendance. Je pense que nos pays, nos jeunes surtout qui nous regardent, les jeunes Africains, ils sont très attachés au terme indépendance, indépendance économique, souveraineté. Mais la souveraineté, ça passe par les champions nationaux. Ça passe par des gens comme les Pathé John. Et ce que je disais tantôt, ça passe aussi par des codes d'investissement africains très ouverts aux investisseurs africains.
je suis plus que confiant de savoir que le groupe déjà est solide, costaud, structuré. Donc c'est quelque chose qui ne peut pas s'effondrer. On ne peut que améliorer ça. C'est-à-dire bâtir sur les fondations qui ont été construites par M. Dione et nous rajouter nos petits étages progressifs. Nous, deuxième génération de groupe Sunu, on va essayer de rajouter un étage et on va tout faire pour encourager et mobiliser la troisième génération pour qu'ils continuent cette belle aventure. Donc oui, bien sûr, à 100% dévoué à faire progresser le groupe et notre continent. Aujourd'hui, lorsqu'on dit le groupe Sunu, effectivement, on voit M. Pathé Dione. Et effectivement, l'esprit du groupe Sunu, c'est en même temps, on le construit dans l'esprit de M. Pathé Dione. Donc, c'est ces valeurs qu'on essaie de constituer. Et l'objectif aujourd'hui, c'est que ces valeurs se retrouvent dans tous les collaborateurs du groupe. C'est de pouvoir maintenir ces valeurs du travail bien fait, de la rigueur, de la persévérance et surtout le respect des engagements donnés, qui est le fondement de notre métier. Ce qui est important que j'ai toujours noté chez M. Dione, c'est qu'il a chevillé au corps le fait que le groupe Sunu, c'est un groupe fait par des Africains, pour des Africains. Et on le voit dans quasiment tout ce qu'il fait. Si vous regardez le groupe Sunu aujourd'hui, tous les dirigeants du groupe Sunu sont des Africains. C'est important de le dire, mais ça, c'est également... Donc, ça veut dire que le groupe Sunu a contribué à créer des emplois pour des centaines et des milliers de personnes, parce que c'est en dehors des collaborateurs salariés, il y a toutes les fonctions non salariées qui fonctionnent autour du groupe. Donc, il a créé des emplois, donc l'argent qu'il collecte permet quand même de payer ces gens-là. Il place, toutes les sociétés du groupe font des placements au sein du continent africain, et donc, pour moi, je crois que ça aussi, c'est une marque de fabrique importante du groupe. Et on le voit même dans ce que M. Dione nous dit et nous répète, en tout cas quand on est dans des réunions ou même en petit comité, le groupe Sunu n'est pas à vendre. Le groupe Sunu est là pour l'Afrique et quels que soient les milliards qu'on mettra devant lui, même si c'est alléchant, il estime que ça doit rester en Afrique. Et c'est l'œuvre de sa vie. Et aujourd'hui, on peut dire que le groupe Sunu représente un des groupes où il y a le plus de femmes, en tout cas un des groupes africains d'assurance où il y a le plus de femmes à la tête de filiales. Et moi, je sais déjà que dans les années déjà 2010-2015, on était déjà plusieurs femmes à diriger des filiales du groupe. Et quand on arrivait aux réunions, les réunions internationales, où la plupart des dirigeants du groupe venaient, on nous voyait arriver en groupe. On disait les Amazones du groupe de M. Dione, on ne disait même pas les Amazones du groupe Sunu. Et c'est pour montrer qu'il y avait déjà cette particularité. Mais j'insiste sur le fait que ce n'était pas parce qu'on voulait répondre à un effet mode, parce que l'exigence était la même, sinon plus, pour les dirigeants femmes que pour les dirigeants hommes. C'était le résultat qui comptait. Donc, pour moi, c'est peut-être pas un projet, mais en tout cas, dans la réalité, ça s'est affirmé qu'il a fait confiance aux femmes pour diriger ses filiales. La preuve en est que lorsqu'on a acquis la première banque que le groupe a acquis, c'est une dame qui est à la tête de ce groupe, de cette banque. Je commencerai par dire que faire de l'assurance, c'est presque comme un sacerdoce. C'est d'amener aux populations
des protections pour les permettre de mieux vivre. Nous sommes des citoyens. Nous avons des opinions personnelles, mais qui ne vont pas au-delà de notre personne. Parce que moi, j'ai compris que les pays se sont développés, les pays occidentaux se sont développés pas forcément par les hommes politiques, mais par des hommes d'affaires qui ne font pas de politique, mais qui créent des emplois, qui créent de la richesse pour permettre à la population, en tout cas une frange de la population, de devenir des hommes et des femmes qui ont envie de vivre. Notre petit grain de sel que nous pouvons faire, c'est ça. C'est pas forcément d'aller faire de la politique pour décider de telle ou telle chose, mais c'est de mettre en œuvre effectivement la politique économique de nos pays, dans notre secteur. Moi, je ne fais pas de politique. Et je ne l'ai pas vu faire de la politique. Et depuis que nous sommes ensemble, nous n'avons pas eu l'ambition de faire de la politique. Ce n'est pas qu'on n'ait pas été tenté, ni attiré, mais on est resté accroché à notre business. Moi, je reconnais ce que fait quelqu'un de mieux que moi. Ou quelqu'un qui a eu plus de chance ou qui a plus de moyens, qui fait des choses que je ne peux pas faire ou que je n'ai pas eu les moyens de faire. On y pense tous les deux. Et puis, il y a un qui réussit à faire, l'autre ne réussit pas à faire. Peut-être que je ferai avec un peu de retard. Mais en gros, on a deux groupes qui sont à peu près du même niveau. Et deux organisations qui sont à peu près semblables. Mais chez moi, il y a des trucs à parfaire. Peut-être chez lui aussi, il y a des choses à parfaire. Et dans tous les cas, ce sont des groupes qui vont à peu près dans le même sens. Mais sur le plan structurel, aujourd'hui, je pense qu'il a une petite longueur d'avance. Toute petite. Je vais me débrouiller pour rattraper. La vision de M. Dione, telle que je la conçois et telle que je l'épouse, c'est une entreprise, un empire pour les Africains et qui sert vraiment à la communauté de façon pérenne. Donc c'est vraiment cette vision-là que j'ai. Aujourd'hui, il y en a beaucoup qui sont derrière cette vision et qui travaillent en tout cas à la porter et à la communiquer à travers les différents pays où on est présent. Et ce qui est important surtout, c'est qu'à tout moment, on a des opportunités d'offres d'emploi, des opportunités d'emploi dans des groupes internationaux où on peut être payé à 2 fois, 3 fois plus cher. On peut avoir des avantages beaucoup plus intéressants, mais c'est cette vision-là qu'on épouse. C'est pour ça qu'on est là. Tant que cette vision est présente, nous, on sait qu'on n'aura pas tous les avantages de grands groupes. Aujourd'hui, tu travailles dans la téléphonie en tant que communicant. C'est sûr que tu as ton château en ville, tu as ton chalet pied dans l'eau, mais même si tu as un salaire confortable, parce que tu es au groupe Sono et que tu n'auras pas autant d'avantages, tu sais que tu fais quelque chose pour ta communauté, tu sais que tu fais quelque chose pour l'Afrique, et c'est un héritage que tu laisses. Donc c'est important de comprendre que c'est cette vision-là que nous on suit. J'espère que les générations qui arrivent aussi vont comprendre que c'est cette vision. On n'est pas tous derrière l'argent, derrière les avantages, derrière le gain, on a envie aussi d'apporter quelque chose. C'est vraiment un feedback. Je crois que chaque fois que M. Dione a l'occasion de parler à ces jeunes-là, il leur donne toujours, lui, sa vie à lui, et ce qu'il a fait jusqu'à présent. Sa vie à lui, ce qu'il a fait jusqu'à présent. Ce qu'il faut comprendre de ce monsieur, c'est vraiment que c'est
Il ne parle pas de panafricanisme, ça fait politique. Mais c'est quelqu'un qui aime l'Afrique. Et c'est pour ça qu'il a mis Sounou en place. Pour se dire, je veux qu'il y ait un groupe panafricain de professionnels africains sur le continent africain. Et c'est pour ça qu'il a créé Sounou. Et c'est pour ça que nous l'avons suivi. Parce que nous tous, on était des responsables dans les filiales africaines. Mais des groupes européens, des groupes français. Et lui s'est dit, à un moment ou à un autre, il faut que l'Afrique se prenne en charge. Donc c'est ce que nos jeunes doivent comprendre. On dit toujours, l'Afrique, c'est le continent quand même qui a le plus de moyens, le plus de richesses. Mais c'est le continent où on pleure le plus parce que nos jeunes ne peuvent pas prendre leur destin en main. Et ça, c'est ce que moi, je pense que ce monsieur-là inculque aux jeunes. Lui-même, il a pris son destin en main en se disant, moi, je vais travailler pour l'Afrique. C'est pour ça que chaque fois qu'il y a des réunions, chaque fois qu'il se retrouve quelque part, il se dit, moi, ce groupe que j'ai créé, tous les fonds qui sont dans ce groupe, aucun ne va être dépensé en dehors de l'Afrique. J'investis toujours en Afrique, dans les sociétés africaines, dans les États africains. Sa confiance est dans les États africains. Donc, il ne faut pas qu'il soit déçu par les jeunes qui viennent par derrière. Maintenant, dans les faits, si on a bien écouté les conseils du patron, nous serons là pour consolider. Parce que lui a créé, a étendu, il s'est développé très rapidement sur énormément de pays, des zones différentes. Et forcément, quand on grossit comme ça, rapidement, en peu de temps, c'est un pari qui peut être risqué. Parce que un petit problème peut entraîner en cascade des problèmes beaucoup plus importants pour le groupe. Donc je pense que au niveau de la relève, moi particulièrement étant personnellement impliqué avec la volonté de poursuivre, ça va être la consolidation du groupe. C'est-à-dire s'assurer que ce qui a été construit repose sur des bases solides, lui donner tous les outils pour pouvoir performer dans ce nouveau siècle qui commence, le 21e siècle, tout ce qui est informatique, technologie. Il va falloir forcément inscrire le groupe dans cette dynamique. Et enfin, n'oublions pas que nous sommes le continent africain, donc qui a encore beaucoup de choses à pouvoir développer sur le continent. Et ça va être notre rôle de inscrire l'assurance de façon un peu plus indélébile dans le paysage économique et social de nos pays de présence. Donc ce que je veux dire, c'est que quand aujourd'hui on a un taux de pénétration de l'assurance, c'est-à-dire les gens qui souscrivent l'assurance, on en a 2 sur 100 en Afrique, alors qu'en Europe on en a 99 sur 100, et ben le rôle de la nouvelle génération sera sur le même périmètre d'opération, essayer de pousser, arriver à 5, 6, 7 et pourquoi pas 10 personnes qui s'assurent sur 100. Je pense que ça va être ça notre rôle. On a construit quelque chose qui propose des services. Maintenant, nous, ça va être sûr que ces services arrivent aux personnes qui sont nécessiteuses et désireuses de ces services. Donc, je pense que j'ai la ferme intention vraiment de me battre pour que Sounou, ce soit un nom qui reste et qui soit connu et qui soit synonyme de succès africain. Est nommé dans la fonction de directeur général du groupe. Je dis Inch'Allah. Inch'Allah. Il sera assisté de Joël et de Karim dans les fonctions de directeur général délégué. Et puis bon, après la hiérarchie, Mohamed, Inch'Allah, passera le témoin à Joël, qui un jour le passera à Karim. Comme ça, au moins, il y aura une continuité dans tout ce que nous voulons faire. C'est une décision qui a été prise au mois de mai et pour un effet au 1er octobre, donc ça fait à peine 3 semaines. On a réorganisé la gouvernance du groupe et on m'a nommé directeur général de Sounou Participation, qui est la holding du groupe, qui gère tout le groupe.
À côté de moi, j'ai 2 collaborateurs, Karim Dione et Joël Amoussou. Donc en fait, c'est cette même équipe qui travaille ensemble depuis 20 ans, qui continue à travailler ensemble avec une simple réorganisation de fonctions. Mais c'est les mêmes procédés qu'on a, c'est la même gouvernance qu'on va avoir. L'idée, c'est de pouvoir transmettre la vision du président Dione aux générations futures, de continuer à faire grossir le groupe et de prouver au monde que les Africains peuvent se lever, créer quelque chose, développer quelque chose et transmettre aux jeunes générations. La vision, c'est en fait de bâtir un groupe panafricain. Donc on insiste sur le mot panafricain. Expert dans les services financiers. Au début, on était un groupe d'assurance, mais on a vu avec le temps que la vision s'est modifiée et on est un groupe panafricain. Vous avez vu que récemment, on a acquis une banque au Sénégal et on a pour ambition d'en avoir une en Côte d'Ivoire, une au Burkina. Donc c'est un groupe panafricain d'abord, leader dans ses marchés. Que ce soit en assurance ou en banque, on veut vraiment que dans chacun de nos marchés, on soit le leader, professionnel et qui met en avant ces hommes et ces femmes qui sont vraiment la force du groupe. Donc aujourd'hui, on est dans 17 pays, on a 26 compagnies d'assurance, on a une banque et une deuxième qui est en train d'arriver, on a une autre qui devrait l'être en Côte d'Ivoire l'année prochaine, une autre au Burkina l'année d'après. Et on continue, on a plein de projets qu'on essaye de structurer, mais au fur et à mesure qu'on avance, on structure différemment le groupe. On s'adapte de toute façon à l'environnement qui bouge de façon importante. On s'adapte aussi aux besoins de nos clients qui deviennent de plus en plus exigeants, qui sont très digitaux, qui essayent d'avoir une vision globale aussi de la relation avec leurs assureurs, avec leurs banquiers. Donc c'est un peu cette vision que l'on a, qu'on essaye de développer en Afrique. Je te remercie encore une fois pour la confiance que tu me fais. Je suis conscient de la responsabilité. Je souhaite en tout cas que tous ensemble, on puisse continuer à porter haut le groupe Sounou. Tu peux compter sur moi, tu peux compter sur Joël et Karim aussi, et ensemble pour qu'on perpétue la vision et qu'on puisse faire en sorte que cette vision devienne une réalité, de faire en sorte que Sounou soit un groupe panafricain leader dans les services financiers. Il tailla son linceul de sa propre main, et infini me pria de l'accompagner en un lieu retiré de sa demeure, et là, à sa présence, me demandant d'indiquer à son esclave Mbar les gestes et les détails de la toilette funéraire. Nous revînmes dans sa chambre alors et causâmes longuement, comme si la souffrance n'eût pas visiblement martyrisé son corps. Quand je me levai pour partir, il me demanda de bien vouloir l'assister quand viendrait l'heure.